Bonjour. Dans notre sommaire aujourd'hui et sous les projecteurs de l'orthodoxie ici et maintenant, on va commencer par un journal de l'orthodoxie, puis on enchaîne sur le bilan et les enjeux du 15e congrès orthodoxe en Europe occidentale, qui s'est tenu à Bordeaux du 30 avril au 3 mai dernier et a regroupé près de 600 personnes en provenance de tous les diocèses orthodoxes en France et en Europe occidentale. Pour ce faire, je reçois dans le grand entretien Sophie Clément-Stavrou, secrétaire générale de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale et professeure de grec à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge à Paris. Un dernier coup de cœur, une petite vidéo d'un moment d'émotion, celui de la remise par feu sa sainteté, le patriarche Alexis II au cardinal André XXIII en octobre 2007, avec émotion et dignité, d'une copie de l'icône de la Théotokos, la Mère de Dieu, la Vladimirskaya, une des icônes les plus vénérées de la Sainte Russie. Bonne émission à tous. C'est à Bordeaux que se sont tenus du 30 avril au 3 mai les travaux du congrès triennal de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale sous l'égide des évêques orthodoxes de France. À Paris a été faite la présentation le 18 mai à la librairie des éditeurs réunis sur son invitation et celle des éditions des Sirtes, avec Nikita Struve et Antoine Arjakovski, de deux ouvrages majeurs du père Serge Bulgakov, Ma vie dans l'orthodoxie et Judas Iscariote, l'apôtre félon, publiés aux éditions Sirtes. Le père Serge était un des plus grands penseurs et théologiens orthodoxes de l'émigration russe en France. Décédé en 1944, il fut l'un des fondateurs de l'Institut Saint-Serge à Paris et un de ses anciens doyens. Plusieurs jeunes orthodoxes de différentes paroisses parisiennes se sont rendus le dimanche 26 avril au séminaire orthodoxe russe d'Épinay-sous-Sénart pour une journée de prière, de convivialité et de découverte du séminaire dont le site internet s'est revêtu d'une nouvelle belle esthétique. Sa sainteté, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier, a célébré pour la première fois la liturgie le 8 mai dernier dans les ruines de l'ancienne basilique Saint-Jean le théologien à Éphèse, en Turquie. Au Kremlin de Moscou, sa sainteté Cyril, patriarche de Moscou, a reçu et s'est entretenu avec le président chinois lors de la dernière visite de ce dernier en Russie début mai. De son côté, sa béatitude, le patriarche Jean X d'Antioche, a effectué du 8 au 14 mai sa première visite irénique et officielle à l'église de Chypre, où il a rencontré l'archevêque Chrysostome II, les évêques de cette église, ainsi que le président chypriote Nikos Athanasiades. C'est à Chalki, en Turquie, au séminaire de théologie du patriarcat œcuménique, que se tiendra le deuxième sommet de Chalki sur la théologie, l'écologie et le monde. Le premier sommet avait eu lieu en 2012 et avait fait l'objet d'une publication « Commerce sacré, une conversation sur l'environnement, l'éthique et l'innovation ». Russie, Saint Païsios l'Atonite, une des plus grandes figures spirituelles du mot Athos, décédé en 1994, canonisé le 13 janvier dernier par le patriarcat de Constantinople, figurera désormais dans la liste des saints de l'Église en Russie. À Athènes, les reliques de la sainte mégalomartyre Barbara, conservées historiquement à l'église Saint-Marc de Venise, sont arrivées en Grèce, à Athènes, et ont été accueillies près de l'église d'Agia Barbara, un des plus importants faubourgs de la capitale grecque, par sa béatitude l'archevêque Jérôme d'Athènes, entouré de plusieurs évêques, prêtres, diacres et de nombreux fidèles. À Brooklyn, aux États-Unis, l'Institut de théologie orthodoxe Holy Cross de l'archidiocèse américain du patriarcat œcuménique a accueilli les 7 et 8 mai dernier un important colloque sur les orthodoxes et l'humanitaire, notamment en contexte de crise et de guerre, auquel ont pris part des théologiens et des humanitaires de différentes églises orthodoxes. Il n'y a plus ni grec ni juif, ni barbare ni scythe, ni esclave ni citoyen libre, mais le Christ qui est tout en tous. Cette parole fondatrice de saint Paul pourrait parfaitement être la devise de la fraternité orthodoxe en Europe occidentale. Fondée au début des années 70, celle-ci œuvre depuis bientôt 45 ans à l'émergence d'une conscience orthodoxe d'église locale, ici et maintenant, transcendant les nationalités. La parole de saint Paul, qui rend secondaire, mais sans les annihiler, les critères identitaires et de clivage, fonde la condamnation ferme du philétisme, c'est-à-dire la différence d'origine ethnique et de langue, dans l'Église orthodoxe, par le dernier concile de la Pentarchie à Constantinople en 1872.
La revue Contact, d'ailleurs, de janvier-mars 2015, c'est tout récent, lui consacre tout un dossier hyper intéressant. La fraternité, qui s'inscrit dans cette lignée, vient d'organiser à Bordeaux son 15e congrès triennal sur le thème « Être pleinement dans le monde, mais pas de ce monde. Vivre la foi chrétienne aujourd'hui ». Ces congrès, initiés en 1971 à Annecy, le premier, constituent tous les 3 ans un des socles de l'action de la fraternité, où culminent les énergies qui œuvrent, comme le disait si bien un des fondateurs de la fraternité, le grand théologien orthodoxe Olivier Clément. Décédé en 2009, il disait « Pour une église, la construction d'une église de fidèles, disait-il, entre guillemets, orthodoxe ici et maintenant, qui pratique le mariage des cultures sans rompre pour autant avec leurs racines. » Olivier continue « Une église familière, une église amicale, une église où il y ait un peu, pour employer un mot tellement galvaudé, un peu d'amour. » C'est dans les années 50 du siècle passé que s'est formé l'esprit de la fraternité, autour d'Olivier Clément, d'Elisabeth Berzigel, grande théologienne orthodoxe décédée en 2005, de Jean Balzon, de Germaine Revaud d'Allonnes, et d'autres qui œuvraient au sein de la revue orthodoxe francophone Contact. Outre le congrès triennal, la fraternité offre plusieurs services, comme le SOP, service orthodoxe de presse, bien connu en France, des publications liturgiques et catéchétiques utiles à destination des fidèles et des enfants, ainsi que des retraites spirituelles dans le très beau site du village de Fenouillet dans les Cévennes. Le 15e congrès à Bordeaux a été, avec près de 600 participants, des clercs et laïcs en provenance de toutes les juridictions orthodoxes d'Europe occidentale, une véritable rencontre panorthodoxe, une sorte de Pentecôte avant la Pentecôte. Un temps de prière, un temps de communion, d'échange et de convivialité, avec des carrefours de réflexion et des conférences plénières, le tout autour de la croix et de l'Eucharistie. Pour en parler, mais aussi parler de l'histoire, actualité et défis de la fraternité orthodoxe, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Sophie Clément-Stavroux, non seulement une amie, mais la fille aussi de mes amis, Olivier et Monique Clément, mais aussi la secrétaire générale de la fraternité orthodoxe qui poursuit ainsi l'œuvre de son père. Sophie est également professeure de grec à l'Institut Saint-Serge à Paris. Sophie, bonjour. Bonjour Carole. Je voudrais qu'on commence un peu par l'historique de la fraternité, un bref historique. Comment s'est formée l'idée de la fraternité ? Tu en as parlé tout à l'heure, l'idée de la fraternité, elle s'est formée dans les années 60-70 en 2 temps. Tout d'abord, un petit groupe autour de la revue Contact que tu as mentionné avec Elisabeth Berzigel, le père Boris Bobrinskoy, Paul Evdokimov, Michel Evdokimov, Germaine Revaud d'Allonnes, qui ont souhaité mettre en acte cette nécessité d'une amitié, d'une fraternité qui passe par la prière. Et il y a une première charte de cette fraternité qu'on peut trouver sur le site de la fraternité qui est extrêmement intéressante, où ils indiquent que leur souhait, c'est dans l'orthodoxie telle qu'elle était dans les années 60, où commençait à se faire sentir de plus en plus la nécessité de pouvoir célébrer en français, c'est-à-dire de comprendre que l'orthodoxie ne faisait plus partie seulement de l'héritage transmis dans des familles émigrées, des souvenirs, d'une culture nostalgique, mais que finalement, si on restait orthodoxe, alors qu'on était installé en France sans espoir de retourner dans le pays d'origine avant longtemps, ou encore si on était un occidental devenu orthodoxe, c'est que l'orthodoxie a une valeur universelle. Et donc, dans cette universalité, elle peut s'exprimer dans la langue occidentale, dans la langue du pays où on est. Et du coup, il y avait cette nécessité de développer des services en Église pour permettre la célébration en français. Interjuridictionnelle, en fait. Interjuridictionnelle. Alors ça, c'est l'autre aspect. On est un peu dans une période de la guerre froide, de glaciation. Bien sûr. Donc, les différentes juridictions qui composent le paysage orthodoxe en Occident se connaissaient peu, il y avait des tensions, et du coup est née cette idée de créer, à travers des amitiés, à travers des relations fraternelles, un lien vivant entre différents fidèles, clercs, laïcs de ces juridictions. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, ils ont été rejoints par le mouvement de la jeunesse orthodoxe qui participe de ce même type de renouveau. Donc une génération de jeunes gens qui prend conscience que... En grande partie, Syndesmos, en fait. C'était ça. C'est lié à Syndesmos, c'est au niveau mondial, voilà. Un mouvement de mouvement. Oui. Il y a eu le même mouvement au Liban. C'est ça, la MJO. Donc c'est vraiment un mouvement de renouveau de l'orthodoxie qui a eu lieu dans cette jeunesse. Renouveau dans la fidélité à la tradition.
Bien sûr. Mais une tradition d'une foi vivante, en fait, actualisée. Exactement. Voilà. Actualisée, Ça, en dialogue avec la modernité, une foi dont on peut aussi montrer toute la modernité des origines en... un petit peu comme quand on restaure une œuvre d'art, hein, en enlevant les couches de vernis qui ont terni l'éclat au cours des siècles pour retrouver peut-être ce qu'il y a de plus vivant dans cette tradition. Donc ce mouvement de jeunesse orthodoxe s'est réuni avec cette première fraternité autour de Contact et ils ont créé en 1974, après le premier congrès d'Annecy, qui était un congrès de la jeunesse orthodoxe. Et le premier congrès, en fait, triennal. Le premier congrès triennal, donc ils ont créé la fraternité en Europe occidentale. Et à partir de la France, il y a eu d'autres fraternités qui se sont créées, en Belgique, aux Pays-Bas, par exemple, la fraternité Saint-Nicolas qui est très active. Donc il y a vraiment déjà une sorte de rayonnement au niveau local en Occident des fraternités. Et donc la structure en fait, de la fraternité, c'est pas forcément très intéressant de parler des aspects juridiques, mais comment est organisée la fraternité? Donc c'est une véritable association, il y a des services, en fait, il y a qui sont offerts. Comment... Alors c'est une question qu'on pose souvent et en fait la réponse est à la fois simple et délicate. D'un point de vue formel et juridique, la fraternité est une association avec des statuts déposés. Mais je dirais que l'essentiel, c'est de bien comprendre que la fraternité n'est pas un club, on ne paye pas d'adhésion, c'est vraiment un esprit qu'on partage. Donc tous ceux qui le souhaitent sont appelés à participer à ce que fait la fraternité. Et en effet, la fraternité offre un ensemble de services qui ont comme point commun, je pense, d'aider l'Église à pouvoir se nourrir, célébrer en français, avec tout ce qui est traduction. Donc il y a le petit livre rouge, si on veut, qui est la traduction de la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui a été demandée par l'Assemblée des évêques à la fraternité. Un certain nombre de traductions où à chaque fois les traducteurs essayent de prendre en compte les diversités d'usage. C'est un travail énorme en fait. Le travail de la commission de traduction de la fraternité a fait beaucoup en fait pour traduire les textes. Voilà, et alors ce qu'on essaye de faire, c'est de faire en sorte que tout le monde, quelle que soit la juridiction, puisse se retrouver dans ces traductions. Donc on indique s'il y a des variantes dans l'usage grec ou roumain, enfin on ne les indique pas tous, mais on en indique un certain nombre, de manière à ce que ces traductions soient utilisables dans le plus grand nombre possible de paroisses, quelle que soit leur tradition. Donc c'est un mouvement en fait de clercs et de laïcs, dans l'esprit de l'Église, mais ce n'est pas une institution ecclésiale en tant que telle. Absolument, il y a un lien. Pas. Voilà. Il n'y a aucune c'est important en fait de clarifier un peu cela. Ce n'est pas une institution ecclésiale. Voilà. C'est un service. C'est un service et qui s'inscrit dans la vie de l'Église, c'est-à-dire avec la bénédiction, ce que la fraternité a toujours cherché, de l'Assemblée des évêques ou des évêques en fait qui sont en France et dans les autres pays d'Europe occidentale. Tout à fait. La fraternité a reçu la bénédiction des évêques lorsqu'elle a déposé une sorte de charte dans les années 75 et ensuite lors de chaque parution ou pour les grands congrès, il y a toujours une demande d'un accord, d'une bénédiction de nos évêques. Tous les membres de la fraternité sont des chrétiens qui sont enracinés dans leur paroisse, donc il n'y a pas non plus de concurrence entre vie paroissiale, mais simplement c'est cette nécessité qui nous apparaît toujours aussi indispensable. Une forme de respiration de l'Église aussi. De respirer, de faire rayonner, de sortir peut-être de ce qui peut apparaître parfois, il ne faut pas le prendre de manière péjorative, mais peut-être comme une routine dans le monde paroissial, ou bien de faire sortir de l'isolement certains fidèles qui sont quand même dans de tout petits groupes et qui ne se connaissent pas les uns les autres pour pouvoir se retrouver, se connaître. D'ailleurs, la fraternité a suscité beaucoup de vocations, beaucoup de laïcs sont devenus des prêtres, en fait, dans le cadre de la fraternité, et donc il y a toute une vie. Justement, en fait, le congrès triennal est un moment fort, en fait, c'est un peu une sorte de paroxysme dans l'activité de la fraternité, parce que ça met l'accent et le projecteur sur des thèmes importants, du vécu ecclésial, des défis, des enjeux, et le 15e congrès aussi arrive à un moment qui est très important de l'orthodoxie. Il y a pas mal de choses qui bougent là actuellement. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de cet aspect-là? Quels ont été les enjeux, les thèmes forts? Alors,
de ce Je congrès? dirais que déjà, le premier enjeu, de manière très simple, c'est de réussir à mettre sur place un grand congrès et de réussir à C'est toute une rassembler logistique, j'en ai fait un 2-3. maximum de monde. Parce que ce qu'il y a de très original dans ces congrès, c'est que ce sont des congrès familiaux. Ce ne sont pas des congrès qui Il y a tous les âges. Il y a tous les âges, c'est mieux que le journal de Tintin, ça va vraiment du bébé de 7 à au 77 vénérable ans, en 7. et un peu C'est plus, c'est de 7 jours à 90 ans, peut-être presque. Ouais. Donc, voilà, ce sont des congrès en église, finalement. On retrouve la diversité de l'église. Il y a une crèche parfois qui s'installe pour les enfants. Voilà, donc il y a une crèche pour les enfants. Je pense que cet aspect familial est extrêmement important. Et l'église, en fait. Oui. C'est l'Église, et c'est une manière justement de faire vivre de façon tangible à ceux qui participent l'universalité de l'Église orthodoxe qui souffre tellement de sa dispersion. Et dans nos pays d'Europe occidentale, on vit peut-être d'une façon comme une sorte de quintessence la dispersion qui existe à l'échelle mondiale de l'Église orthodoxe. Prenons l'exemple de Bordeaux, où a eu lieu le congrès. À Bordeaux, il y a 3 ou 4 paroisses orthodoxes qui ne se connaissent pas forcément bien et parfois qui se sont découvertes à l'occasion du congrès. Donc c'est déjà un des enjeux, amener des orthodoxes d'origines différentes, à se rencontrer déjà, dans un premier temps. À se rencontrer, à prier ensemble. Penser ensemble, réfléchir ensemble. Échanger des expériences. Exactement. Et on a les mêmes problèmes finalement. On vit les mêmes problèmes. On vit les mêmes défis. On les approche parfois différemment, mais... Tout à fait, et des expériences, les sujets sont extrêmement variés, parce qu'en effet, il y a 4 grandes conférences, des tables rondes, mais beaucoup d'ateliers qui abordent aussi bien des sujets extrêmement concrets, comment on s'occupe d'une paroisse, en pensant aussi bien aux aspects juridiques, matériels, le chant liturgique aussi. Le chant liturgique, l'icône, on peut aborder aussi des sujets plus culturels. Il y avait un atelier sur la figure du Christ dans la littérature et le cinéma. Donc comment est-ce qu'on peut, en tant qu'orthodoxe, avec cette image très iconique du Christ, comment on peut aborder le Christ quand il est repris dans des films ou dans la littérature, qu'est-ce que ça peut apporter, par exemple, ou bien de grands sujets d'éthique. Donc il y a une très très grande diversité qui est là pour essayer en effet de répondre aux questions que nous nous posons tous, chrétiens, vivant en Europe occidentale, plongés dans cette société, et en même temps en essayant de vivre notre foi, et en faisant tomber les murs de séparation qu'on a parfois tendance à Comment vous voyez entre aussi le suivi du congrès? Parce que c'est important, en fait, tous ces aspects-là sont très importants, mais est-ce qu'il y a un suivi dans le sens où la fraternité cherche, je dirais, entre guillemets, à peser aussi sur la réflexion, à orienter des choses ou par rapport aux enjeux de l'orthodoxie aujourd'hui? Oui, bien sûr. Je pense déjà qu'il y a eu un certain nombre de... Par exemple, il y a eu une table ronde sur le concile pan-orthodoxe qui est en préparation, qui a permis de faire un petit peu le point et dans laquelle on a senti de la part des intervenants, donc il y avait le père Barthrélos d'Athènes, Alexis Struve, qui est entre Kiev et Paris, Pierre Sologoub, on a senti qu'il y avait un vrai manque de communication entre ceux qui préparent, qui travaillent le concile. Il y a un décalage entre ceux qui préparent le concile et l'ensemble du peuple de Dieu, qui à la fois est peu au courant, se sent peu concerné, mais qui a aussi une soif de connaître ce qui se passe à l'intérieur du concile. Et d'apporter une contribution aussi à la réflexion. réflexion. Et d'apporter aussi une contribution. Alors peut-être la première manière dont la fraternité peut peser, c'est que l'ensemble des conférences, tables rondes, ateliers seront publiés dans la revue Contact. Donc il reste une trace écrite. Il y a des actes qui sont des actes de référence. C'est déjà, je pense, important. Ensuite, on a eu la présence de plusieurs évêques avec nous. En particulier son éminence, Monseigneur Stéphane d'Estonie, qui était là pendant les 4 jours du congrès, Monseigneur Jean... Qui a accompagné la fraternité depuis qu'il était diacre. Tout à fait, Monseigneur Jean Rento, qui était là aussi avec nous, Monseigneur Marc de l'Église roumaine, et Monseigneur Nestor du Patriarcat de Moscou, et je pense qu'il y a eu
énormément de dialogue avec nos évêques et qu'à travers ce moment partagé, à la fois leur présence paternelle, ce qu'ils nous ont transmis, leur écoute, nous espérons que cet échange pourra aussi avoir des prolongements dans l'Assemblée des évêques de France et peut-être au-delà. Au-delà, oui. Et enfin, je pense de façon très simple, j'espère que tous ceux qui ont participé au congrès seront autant de témoins qui pourront ensuite, revenus dans leur paroisse, continuer à faire rayonner cet esprit de fraternité, d'ouverture sur les autres orthodoxes qui vivent à côté d'eux, peut-être en organisant de façon à plus petite échelle des journées de réflexion, comme ça se fait régulièrement dans le sud-ouest. Dans le sud-est, par exemple, il y a 2 ans, on avait une petite rencontre à Marseille, ou dans l'ouest, il y a régulièrement des cercles régionaux plus intimes, mais qui sont, je pense, extrêmement importants et qui prennent le relais. Donc je crois que c'est indispensable. On a vu combien c'est indispensable, ce type de réunion, encore maintenant. Bien presque sûr. 50 ans après le début des grands congrès. Justement, c'est pour terminer là-dessus, en fait, est-ce que c'est devenu une habitude ou il y a un vrai enjeu encore dans la poursuite de ces congrès qui peuvent déboucher et peser? Et dans quel sens, en fait, la fraternité d'aujourd'hui est fidèle à l'idée d'origine, je dirais, des fondateurs, quelque part, de la construction de l'Église locale? Est-ce qu'on est... Je pense que c'est très étonnant, si vous allez sur le site de la Fraternité, que vous regardez les premières chartes. Il y a vraiment des expressions qu'on peut encore reprendre aujourd'hui, telle qu'elle. Ouais. Mais en même temps, tout a changé. Le temps bouge et il ne bouge pas. Exactement. Et d'une certaine façon, avec la fin du communisme, avec l'ouverture des relations avec les pays de l'Orient, de l'Europe, on a tout à remettre sur le métier d'une façon complètement différente. Mais il y a une urgence à vraiment construire cette église locale, à en témoigner. Donc, oui, à la fois les congrès sont une heureuse habitude parce que nous sommes heureux de nous retrouver et de pouvoir échanger et nos joies et nos peines. Parfois on se retrouve tous les 3 ans ou on retrouve quelqu'un qu'on a vu il y a 6 ans et ça crée vraiment des relations extrêmement fortes. Et finalement, c'est ça l'essentiel. Mais ce n'est pas juste un club, il y a toujours des personnes nouvelles. Bien sûr. Et c'est ça qui est magnifique. C'est comme aussi. Le corps humain, ça se renouvelle. Tout à fait. Voilà. Donc il y a vraiment cet espoir. C'est comme si on vivait l'expérience de cette Église ici et maintenant au moment du congrès. Et on espère la vivre de plus en plus souvent. Très bien, sur cet espoir. Merci beaucoup Sophie d'être venue. Merci Carole de m'avoir invitée. Pour terminer l'émission, nous allons voir maintenant une courte vidéo de la présentation de l'icône de la Mère de Dieu de Vladimir, qui a été offerte par feu sa sainteté, le patriarche Alexis II, à la cathédrale Notre-Dame de Paris en 2007. Vous allez voir, c'est un moment de grande dignité et d'émotion. Et moi, je vous dis à la prochaine émission. Ваше Высокопреосвященство, архиепископ Андре Вентруа, досточтимые иерархи и пастыри, дорогие братья и сестры. Excellence, cher Monseigneur André XXIII, vénérables évêques et pasteurs, chers frères et sœurs. Искренне рад, что Господь сподобил меня посетить Францию и встретиться сегодня со всеми вами. Je suis sincèrement heureux que le Seigneur m'ait permis de visiter la France et de vous rencontrer tous aujourd'hui. Всем вам, дорогие мои, желаю возрастания в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, которому слава и ныне во веки вечные. Аминь. Je vous souhaite à tous, mes très chers, de grandir dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui la gloire, maintenant et jusqu'au jour de l'éternité. На молитвенную память о нашем посещении этого величественного соборного храма я хочу передать список с Владимирской иконы Божьей Матери, которая является святыней земли русской.
En souvenir de prière de notre passage aujourd'hui dans cette magnifique cathédrale, j'aimerais lui offrir une copie de l'icône de Notre-Dame de Vladimir, qui est une grande relique de la terre russe.